Une main qui tient délicatement un verre rempli à ras-bord. Une petite goutte de vin sur une joue rougie par du fort. Une mèche de cheveux qui menace de tremper dans le liquide Bourgogne. Un reflet de lumière dans un iris pour un clair. Mon téléphone qui sonne. Une notification Instagram. Une nouvelle inspiration. Je me lance presque vers mon ordinateur pour mieux voir, mieux analyser, mieux déceler toutes les informations qui pourraient s'y trouver. Déception. Une photo d'un chien, adorable comme tout. D'une grande blonde qui porte une jupe en jeans et une grimace, comme si elle venait de faire une mauvaise blague. Elle est bien jolie. Ce n'est pas elle, ma muse. Ou si vous demandez à ma psy, mon obsession. 18 marches. 12 à l'intérieur, 6 dehors, une intersection. C'est la distance qui les sépare de moi. Quand j'avais leur âge, ma mère me laissait aller au dépanneur à 2 coins de rue, toute seule. Je les vois. Mathilda qui court entre les arbustes, Adèle cachée derrière un banc. Je devine le sourire espiègle sur son visage, et si j'ouvrais la fenêtre, je pourrais presque entendre sa petite voix en pleine enquête pour retrouver sa petite sœur. Elles ne sont pas en danger. Le parc est clôturé, bien fréquenté, en face de plusieurs commerces et restaurants. Autour des jeux d'eau, une colonie de vacances qui s'éclabousse, supervisée par une quinzaine de jeunes adultes en chandail jaune vif, qui n'hésiteraient pas à intervenir si quelqu'un de louche rôdait. Près du petit bassin aménagé au creux de la rivière qui coule derrière le parc, une jeune sauveteuse avec qui j'ai discuté quelques fois surveille les nageurs. Si les filles devaient se rapprocher de l'eau, elle les aurait à l'œil. Tout va bien. Je suis née dans l'eau. Ma mère a passé toute son adolescence à faire de la nage synchronisée, comme toutes ses sœurs. Pour son gender reveal, elle avait fait des bombes de bain en forme de poisson qui révélaient des belles petites bulles roses nananes. Elle a couché dans une piscine, entourée de sa famille de nageurs. Je suis née dans l'eau et depuis, j'y reviens toujours, peu importe le moment ou la raison. Une douche quand j'ai de la difficulté à me réveiller, un bain pour me relaxer, quelques longueurs pour évacuer un trop-plein de stress ou d'énergie, quelques plongeons pour me replacer les idées. L'eau a toujours été une constante, toujours présente quand j'en avais besoin. Ça a commencé à la bibliothèque. Je lisais tranquillement un recueil de poésie qu'un de mes amis m'avait conseillé. Ça devait bien faire 2 semaines qu'il m'agaçait pour savoir si je l'avais finalement lu. Mais je n'avais pas trouvé de moment avant maintenant. Entre le travail, les études, Marielle qui n'arrive jamais à se décider si on est un couple ou non finalement. Les parents qui sont encore perdus je ne sais où. Qui a le temps de s'installer des heures avec un livre? Je commençais à peine le 2e texte, quand une voix a percé le calme de la bibliothèque. Une jeune femme à la réception, aux cheveux longs et à la chemise colorée, était debout derrière son bureau. Les joues rougies de colère ou d'exaspération, elle criait à une dame que « Non, je ne peux pas te laisser partir avec la fucking encyclopédie. Arrête! » Puis, sans considération pour la femme devant elle, la réceptionniste prit son sac, le livre qu'elle lisait, et elle quitta l'immeuble en criant qu'elle démissionnait. C'était explosif, soudain, violent. Moi? Ça va. La météo me fait chier. Je sais comme jamais si je suis supposée être en bottes ou en souliers. Puis là, j'ai soit trop chaud en bottes ou je me ramasse les pieds tout trempes. Mais sinon, ça va. L'école? La session vient de finir. Je suis tellement fatiguée que je pense que je pourrais m'endormir dans un club en plein milieu du dance floor. Ça te donne une idée. Je pense que je vais avoir des notes pas si pires, au moins. Tant que la vieille chagnon décide pas de me couler pour fuck all. Sinon, ça va. La job? Ouais, bof. Je cherche encore. J'avais une entrevue la semaine passée. Je pensais que ça s'enlignait sur de quoi de pas pire, mais j'ai comme eu un genre de mental breakdown sorti de nulle part quand la fille m'a demandé si j'habitais dans le coin. Ouais. Elle était bien fine, là. Super douce puis compréhensive. Elle m'a pas donné la job, par contre. Puis, est-ce que je peux vraiment lui en vouloir de pas engager la weirdo qui braille pour du small talk avec une inconnue? Mais sinon, ça va. Je pense que je suis une bitch. Je pense à ça depuis des mois. Puis après étude, j'en suis venue à cette conclusion-là. C'est un gros travail avec moi-même. Prêter attention à ce que je dis tout le temps. Pas pour me censurer, mais pour me souvenir de chaque mot.
Être bien attentive aux petits détails, pensées qui se cachent dans les recoins de mon cerveau, puis qui essaient donc fort de rester discrète puis de t'influencer sans que tu t'en rendes compte. Vraiment regarder le visage des gens autour pour essayer de déceler leur vraie opinion de moi que jamais ils oseront me dire ouvertement. C'est ça. Après avoir accumulé toutes ces infos-là, la réponse s'est présentée comme une évidence claire et sans équivoque. Et là, que ça me plaise ou non, je suis une bitch. 2 années de cégep, 3 d'université, à essayer toutes les façons possibles d'apprendre à faire autre chose, à trouver une inspiration ailleurs. Impossible. Si ce n'est pas elle, mes pinceaux refusent la collaboration, mes crayons me boudent, mes pastels s'effritent avant de toucher la page. Pendant mon bac, j'ai compris comment les tromper. Dans ce paysage, un reflet minuscule de son visage. Dans cette nature morte, une mèche de cheveux lui appartenant. Dans cet abstrait mélange de couleurs, ces taches de rousseur s'entremêlant aux angles délicats de son corps. Elle, toujours. Elle de dos, de profil, couchée. Elle version cubisme, surréaliste, rococo. Elle en robe, en jeans, en maillot. Elle en nu. Parfois, dans des moments rares de lucidité, je me dis que c'est malsain. Clairement, visiblement, pas besoin d'un diplôme pour le comprendre. Pourtant, son doux visage, peint avec délicatesse, qui sèche sur mon bureau, me rassure, me calme quand le vent fait claquer ma fenêtre qui ferme pas juste. C'est relaxant de la savoir là, toujours, peu importe la version. Là, toujours, peu importe le reste. Pas de raison de m'inquiéter. Pourtant, quand Mathilda se cache derrière un arbre qui obstrue ma vue, je panique. Mon cœur menace de sortir de ma poitrine. Mon front est aussi humide que quand je sors de mon cours de Zumba. Mes mains tremblent comme si je grelottais. J'attrape mes souliers, mais au moment de franchir la porte, le souvenir de la voix de mon aîné me stoppe. Fais-nous confiance, maman. On n'est même pas loin. Et s'il y a quelque chose, j'ai mon sifflet. Je me réinstalle devant la fenêtre. Évidemment, autour de son cou, exactement là où je l'ai posé, se trouve le sifflet mauve que Mathilda a gagné à l'Expo Science l'an dernier dans son école. Elle le parade fièrement et ne quitte jamais la maison sans l'amener. Son père trouve ça ridicule. Moi, ça me déplaît pas. Quand à ma fête, ma grand-mère a passé une demi-heure à me faire la leçon sur toutes les raisons pour lesquelles je devrais avoir un mari à mon âge, j'ai été passer 3 heures à la piscine municipale seulement pour flotter. Quand ma tante s'est indignée de m'entendre dire que je considérais de changer de programme à l'université, même si cela signifiait que je perdrais ma bourse de natation, et qu'elle m'a averti que je faisais la plus grosse erreur de ma vie, j'ai roulé jusqu'en dehors de la ville pour aller regarder le coucher du soleil au-dessus du lac, près de la rue où je suis née. Quand ma mère m'a raconté, en tentant d'avoir l'air innocente, qu'elle avait rencontré un jeune homme très poli, drôlement sympathique et absolument charmant à la bibliothèque, et que par hasard, en ouvrant le roman que je lui avais demandé de m'emprunter, un petit bout de papier sur lequel un numéro de téléphone avait été tracé avec précision est tombé. Je suis allée marcher sous la pluie jusqu'à ce que l'eau pointe le bout de son nez. C'était vivant. Ce moment m'a tourné dans la tête pendant des jours et des nuits, sans trop que je réussisse à comprendre pourquoi. Jusqu'à hier. Je me chicanais encore avec Marielle, qui avait finalement décidé qu'on était un couple sans me le dire. Je me reprochais de ne pas avoir deviné qu'elle s'attendait à me voir pendant le week-end, évidemment. Elle était debout dans ma cuisine, à crier pour tout le voisinage que je me foutais d'elle, et que sa mère avait raison de me mépriser, et que jamais son ex aurait fait ça. En la regardant, j'ai compris ce qui m'avait fasciné chez cette bibliothécaire inconnue. Son cri. Son courage de crier dans un lieu difficilement moins propice à un son de ce volume. Sur le tabouret de mon îlot, pendant que je me faisais traiter de tous les noms, cette révélation m'a jeté à terre. Ma blonde? Bof. Je pensais que ça allait bien. On parlait de voyage, d'adopter un chat, de se faire construire une bibliothèque sur mesure pour le coin malaisant entre la salle de bain et le bureau. Tu sais, une place pour mes plantes, puis ses poteries en forme de sein. On faisait des jokes en regardant des bagues de fiançailles, sans que ce soit vraiment clair si c'était des vrais jokes ou des « Ouais, on regarde des bagues juste pour le fun, mais va donc faire les ongles exactement à cette date-là puis cette heure-là, bien précise. » Ma mère avait commencé à nous appeler « mes filles ». Pas
ma fille puis sa blonde que j'accepte médium parce que je suis une femme d'un certain âge teintée de préjugés homophobes de mon époque, mais qui essaie d'être cool et 21e siècle quand même. Ou autre variation moins poétique et self-aware, mais qui reviennent au même. Pourtant, je suis pas méchante. Je pense pas. Je suis bien bonne avec les enfants. Ma cousine a un bébé l'année passée. Une petite boule de gras puis de cheveux puis de rire. Et même foule. Je suis Tatsi Tali. La reine des têtes de bédaine puis des frites de nez en cachette dans le dos de maman. Au cégep, il y avait une fille dans un de mes cours optionnels qui était bien weird. Dans le genre toujours trop pintouse, mais qui parle à personne. Elle disait vraiment jamais rien à personne, même pas au prof. Elle avait tout le temps son petit thé vert dans un pot maçon. Un matin, elle est arrivée flush, puis en rentrant, son sac a cogné dans la porte, puis son pot a éclaté. Il y avait du thé partout. Elle était rouge tomate, puis son linge était tout trempé. À la fin de la pause, je suis allée lui chercher une pile de napkins, puis un thé, dans un nouveau pot maçon. Aussi, je garde tout le temps le chat de ma voisine. Il se faufile entre ses jambes quand elle sort, puis elle est toujours trop pincée pour s'en rendre compte. Le chat finit par se rendre compte que c'est plate sur un moyen temps, un corridor vide, puis il vient gratter à ma porte. Comme je suis presque tout le temps à la maison, je laisse rentrer. Je donne du lait, je gratte un peu, puis je laisse s'installer sur la grosse couverte grise qui est toujours sur mon sofa. Elle vient chercher direct quand elle revient. Elle est rendue habituée. Puis une fois qu'elle est partie, je passe l'aspirateur. Je pars une brassée avec la couverte et le linge que je porte pas. Puis je mets pas une raxine parce que je suis allergique au chat. Les toiles les plus évidentes ne quittent pas leur place choisie avec soin dans ma chambre. Les plus abstraites, celles qui ne montrent qu'une main ou une épaule, voient parfois la lumière du soleil aller gérer le café où je dépanne quand je peux. Une dame dans la trentaine a voulu m'en acheter une il y a quelques semaines. Elle a raffolé de mon histoire inventée pour justifier l'intimité de la scène. Ah, ça, vous voyez, c'est l'épaule d'une fille que j'ai pas vue depuis 13 ans et qui, si elle venait à savoir que je la peins obsessivement depuis 9 ans, s'arrangerait sûrement pour avoir un interdit de contact que n'importe quel juge lui signerait volontiers, juste à voir les 58 autres toiles d'elle qui sèchent dans mon studio. Je me suis rendue au point de décrocher la toile du mur, mais une fois dans mes mains, impossible de la laisser partir. L'idée de m'en départir m'a coupé le souffle et je suis partie à la course me réfugier aux toilettes, en murmurant rapidement un désolé à la pauvre dame qui venait sûrement de se trouver une nouvelle raison de mépriser ma génération. Quand je suis sortie, ébouriffée de ma crise de panique, toile à la main, j'ai décidé que je n'accrocherai plus mes toiles. Elles sont pour moi, elles sont pour elle. La certitude que quelqu'un l'entendrait s'il fallait me calme, et je m'assois dans le vieux fauteuil bleu qu'Adèle appelle le fauteuil de grand-maman, bien que jamais aucune grand-mère ne se soit assise dedans. Je prends une gorgée de mon verre de limonade, qui depuis le temps a tiédi au point de ne plus être buvable. Mon téléphone vibre. Léo veut parler aux filles. Je lui texte qu'elles l'appelleront quand elles reviendront du parc. Il me félicite de les laisser sortir toutes seules. Je l'envoie chier. Il m'a laissé un message complètement batté il y a 2 semaines, vers 3 h du matin. Je venais de changer le lit d'Adèle qui avait eu un accident. Il me disait qu'il s'ennuyait, que ça lui manquait de voir les filles à tous les jours, de passer nos fins de soirée à jouer à des jeux cons sur son laptop, que ça lui manquait, nous, qui aimerions ça réessayer. J'ai supprimé le message. Pas de temps pour ça. Qui surveille les filles quand je perds mon temps à surveiller mes états d'âme? Je ne leur en veux pas. Elles font ce qu'elles croient être le mieux. Ce qui est le mieux si je veux réussir à suivre mon plan de vie, tracé depuis que mes pieds ont flotté dans l'eau pour la première fois. Selon ce plan, j'ai 72 jours pour me trouver un copain, 417 jours pour qu'il me demande ma main et 770 jours pour me marier juste avant mon 23e anniversaire. D'ici là, je finirai l'université, je perdrai 9 livres bien exactement pour que la robe de mariage de ma mère me fasse convenablement et j'économiserai en accumulant des job-ins pour pouvoir acheter la maison de mes parents ou j'emménagerai avec mon mari au retour de notre lune de miel sur une plage dans les Philippines ou les îles Seychelles selon notre préférence. Mais ce plan, ce n'est pas une obligation. Comme ma mère dirait, j'ai toujours eu le choix. La natation ou un programme classique sans bourse ou mention spéciale. Me marier jeune ou attendre des années et perdre la maison familiale depuis 1812. Suivre toutes les étapes ou gâcher ma vie. Pourquoi est-ce que ce cri m'avait tant bouleversé? Qu'avait-il de spécial? Il n'avait rien dit de poétique, ni même de pertinent.
Les cris de Marielle m'empêchaient de penser. Dans un élan de frustration, je me suis levé et j'ai ouvert la bouche. Marielle a figé. Silence. J'ai compris pourquoi j'étais bouleversé par ce cri. Rempli de vie et de puissance et de trop plein d'écœurants titres. En me levant, je voulais crier. Mais là, debout devant ma blonde pas blonde, j'avais rien. J'étais complètement bloqué. Comme si j'essayais de pousser une porte au lieu de la tirer. J'essayais de crier, mais rien ne venait. Ma gorge était sèche et vide de son. Je venais de renouveler mon bail. Puis on s'était dit qu'elle garderait son appart miteux pour ranger le trop-plein d'affaires qui ne fitaient pas chez nous. Bon, à ce moment-là, je savais pas que son trop-plein d'affaires pouvait se résumer à son ex, leur chien et leur nouvelle flamme qui durait depuis un solide 6 mois. J'étais ben trop occupée avec mes plantes, puis mes bagues, puis ma mère, pour me rendre compte que j'étais en train de devenir la protagoniste d'une rom-com de marde des années 90, qui est donc attachante parce qu'elle est donc naïve et conne. Le meilleur plot twist, c'est que c'est pas elle qui me l'a dit. C'est son ex redevenu blonde qui, dans un moment de culpabilité, ou encore prise d'un élan de solidarité féminine, ou juste parce qu'elle s'emmerdait, s'est dit que je méritais d'être mise au courant que j'étais la pire niaiseuse aveugle de l'univers. Puis quand je l'ai texté, ma blonde, pas son ex, ben, pas ma blonde, mon ex, elle m'a rien expliqué. Elle m'a dit, oui, c'est fini entre toi et moi. Puis elle m'a bloqué. Les filles connes des rom-coms, elles, ils ont droit à des explications boiteuses au moins. Puis juste de même, c'était en poubelle. Pour son ex du secondaire, avec qui elle est plus, of course. Mais sinon, ça va, là. Je pense pas que je suis une mauvaise personne. Mais je suis une bitch. Quand je roule les yeux parce que la vieille madame en avant de moi marche à moins 12 km/h. Quand je coupe mon ami qui me raconte son week-end parce que j'ai la meilleure anecdote. Quand je recommence à coucher avec mon ex sans vraiment vérifier c'est en couple ou non. Je fais pas exprès. Non. On dirait que j'ai tout le temps une petite voix qui me dit que je devrais me gérer. Que j'ai pas d'affaire à toujours amener l'attention sur moi, puis que tout le monde s'en crise de ce que je pense, puis de ce que je vis, puis de ce que je fais. La petite voix est bien bonne pour imiter la voix de ma mère. Mais c'est pas une raison. Ma mère a bien beau être une conne, ça me donne pas tout. Et quand je suis toute seule, lors la nuit, ça m'assure de savoir qu'à un moment donné, j'ai déjà dû être trop sur une bitch. Je me reconnais plus. J'ai l'impression de flotter en dehors de mon corps, tout le temps. De regarder ma vie de l'extérieur, comme un passant qui observerait une télévision au travers d'une fenêtre avant de reprendre son chemin, sans vraiment comprendre ce qu'il a vu, mais avec un vague sentiment de familiarité. Comme si ma vie arrivait à quelqu'un d'autre. Comme si on me la racontait aux petites heures du matin, quand les sons se distorsionnent et que tout est flou. Je parle et ma voix sonne fausse, composée de notes et de tonalités inconnues, vibrantes sur un rythme qui devrait m'être familier mais qui ne me dit rien. Je parle, puis mes mots sonnent faux, choisis au hasard, sans préméditation, puis remplis d'un sens qui m'échappe. Même mes pensées résonnent dans ma tête sans se poser confortablement, sans que je puisse les attraper, les identifier, les comprendre. Quand je me regarde dans le miroir, le matin, Avant de me coucher, Dans un bar à 3 heures du matin. je ne reconnais pas mes traits, Mes joues, Mon nez, mes cheveux toujours ramassés en chignon, Ma barbe de 2 jours. la lueur dans mes yeux. J'arrive pas à mettre le doigt sur ce que c'est. De la panique, de la confusion, de la détresse, du désespoir. Un genre d'émotion hybride que j'arrive pas à identifier. Mon âme est immensément vide et impossiblement pleine simultanément. Je me regarde, puis je suis perdue.